Au Cameroun, le Conseil constitutionnel est entré en fonctionnement. Récemment nommé par le président Biya, ses membres ont prêté serment mardi devant le Parlement, une institution attendue au tournant. Huit militaires burkinabés ont été tués et 61 autres blessés et 24 civils ont été également blessés dans les attaques de Ouagadougou. La procureure du Faso était mardi face à la presse, son point à suivre dans ce journal. Le secrétaire d'État américain Rex Tillerson entame pour la première fois depuis l'arrivée au pouvoir de Donald Trump une tournée en Afrique. Il a dans un discours souhaité plus de coopération avec ses alliés africains. Voilà pour les titres de ce journal. Bienvenue, bonsoir. Au Cameroun et après 22 ans d'attente, le Conseil constitutionnel est enfin entré en fonctionnement. Les 11 membres qui le composent, récemment nommés par le président Paul Biya, ont prêté serment mardi devant le Parlement réuni en congrès. Une institution attendue au tournant. Les détails. Cette institution, qui doit jouer un rôle central dans les processus électoraux, notamment pour l'élection présidentielle prévue cette année, est attendue sur le terrain de l'impartialité. Mais elle suscite déjà des réticences. En ligne de mire, les élections sénatoriales prévues pour le 25 mars prochain, elles vont inaugurer une série de scrutins censés se boucler cette année avec l'élection présidentielle et pour lesquels le rôle du Conseil constitutionnel sera particulièrement scruté. Dans ses attributions, le Conseil est en effet le garant de la conformité des processus électoraux ainsi que des consultations référendaires. S'il était attendu depuis 22 ans, le choix des hommes qui le composent a néanmoins suscité critiques et inquiétudes au sein de l'opposition et de la société civile. D'abord, son président Clément Atangana, 77 ans, un ancien magistrat retraité, reconverti en avocat ces dernières années. Son action avait déjà été critiquée du temps où il officiait comme président de la Commission nationale du recensement général des votes à la Cour suprême entre 1997 et 2014. Les 10 autres membres de son conseil sont perçus par l'opposition comme apparentés au RDPC, parti au pouvoir. On y retrouve des anciens ministres et même un ancien conseiller juridique du président de la République. Un politologue camerounais avait vu à travers le casting de ses membres une volonté de verrouiller principalement l'issue de la prochaine élection présidentielle. Procès d'intention ont aussitôt rétorqué des cadres du RDPC qui invitent à ce que le maçon soit jugé au pied du mur. En Zambie, le leader du parti d'opposition, le National Democratic Congress NDC, Chisimba Kambwili, a comparu ce mardi devant un tribunal de Lusaka. L'ancien ministre des Affaires étrangères est accusé de faux en écriture publique. Je vous propose à présent de suivre la réaction de quelques supporters de son parti ainsi que de l'intéressé. Ce sont des affaires qui n'existent pas. Ils essaient juste de le punir et de s'assurer qu'ils épuisent peut-être ses ressources. Ils le traînent en justice pour avoir parlé de corruption. C'est ce que ce gouvernement fait au peuple zambien. Je vais laisser au peuple zambien le soin de juger si je suis traité de façon juste ou pas. Mais je pense que dans l'ensemble, nous ne parlons pas des affaires qui sont devant les tribunaux. J'en parlerai quand ce sera terminé. Je l'annonçais en titre, 8 militaires burkinabés ont été tués et 61 autres blessés et 24 civils ont été également blessés dans les attaques de Ouagadougou contre l'ambassade de France et l'état-major général des armées. C'est ce qu'a déclaré ce mardi la procureure du Faso, Maïsa Sirémé. Plus de précisions à travers cet élément. Jusqu'à présent, le bilan donné par les autorités burkinabées faisait état de 7 militaires tués dans ces attaques survenues vendredi dernier, au cours desquelles 8 assaillants ont été tués. La confusion provenait d'un corps trouvé sur les lieux des attaques. Après contrôle et examen, c'est un de nos militaires a expliqué la procureure au cours d'une conférence de presse au palais de justice de Ouagadougou. En l'état actuel de l'enquête, 8 personnes ont été interpellées et placées en garde à vue. Plus d'une soixantaine de personnes ont été auditionnées, soit comme victimes ou témoins.
Parmi elles, 2 militaires, un ex-militaire radié et 5 civils. On ne peut exclure aucune complicité interne à l'armée dans l'attaque contre l'état-major, a estimé la procureure. Des sources gouvernementales et sécuritaires avaient mentionné auparavant que 2 hommes étaient entre les mains de la justice. L'un pourrait être un cerveau de la double attaque revendiquée par l'organisation djihadiste Groupe pour le soutien de l'islam et des musulmans. De même, on ne connaît pas encore l'identité ou la nationalité des terroristes ni la nature de l'explosif utilisé dans la voiture piégée. Les enquêteurs, qui devraient prochainement diffuser les portraits des terroristes, lancent un appel à témoins pour faciliter les investigations. En Afrique du Sud, les 3 suspects impliqués dans le kidnapping du couple anglais dans le KwaZulu-Natal ont comparu devant le tribunal de Verulam, près de Durban. Mais l'audience de demande de mise en liberté a encore une fois été ajournée au 22 mars prochain. Suivons un extrait de propos. Il y a 2 aspects dans ce cas. Le premier est l'accusation de vol armé et les autres accusations concernent le terrorisme international. Maintenant que le détail de ces accusations nous a été remis, je requiers du temps pour m'entretenir avec mes clients afin de pouvoir répondre à ces accusations et afin de mettre en ordre une déclaration sous serment soutenant leur demande de mise en liberté. Nous avons nié toutes les charges depuis le début. Maintenant, il faut juste suivre les instructions de mes clients au sujet de ces accusations spécifiques que l'État a établies dans sa déclaration. Au Togo, l'opposition semble à nouveau décidée à renouer avec les manifestations de rue. En effet, la coalition de 14 partis qui avait promis de suspendre tout mouvement de protestation dans le cadre du dialogue social appelle de nouveau à manifester dans la rue. Elle entend passer à l'acte dès la semaine prochaine. Les détails. L'opposition togolaise rend son engagement à geler ces manifestations de rue. Réunie au sein de la coalition des 14 partis, cette opposition justifie cette décision par 2 faits. Tout d'abord, le passage à tabac des populations de Kwaratao, village natal du leader du PNP, par des militaires dans la nuit du 24 au 25 février dernier. Ensuite, la nomination des présidents des commissions électorales locales indépendantes qui, selon l'opposition, montre la volonté des gouvernants togolais de continuer à conduire de manière solitaire et unilatérale le processus électoral malgré la demande contraire émise par le dialogue. Toute chose qui, aux yeux de la coalition des 14 partis de l'opposition, constitue une rupture flagrante et inacceptable avec les engagements pris dans le cadre des mesures d'apaisement, raison pour laquelle elle appelle à 4 jours de manifestation la semaine prochaine. Mesdames, Messieurs, cette édition se poursuit. Le prince héritier saoudien Mohammed Ben Salman est arrivé ce mercredi en Grande-Bretagne. Il s'agit de la 2e étape d'une tournée internationale qu'il a tout d'abord conduit en Égypte où il a, entre autres, assisté à une conférence sur l'évolution des grands projets nationaux en cours à Ismaïla. Retour sur cette escale. Arrivé dimanche dernier en Égypte pour une visite officielle de 2 jours, le prince héritier saoudien s'est rendu aux côtés du président Abdel Fattah al-Sisi près du canal de Suez à Ismaïlia où ils ont assisté à une conférence sur l'évolution des grands projets nationaux en cours dans la zone. Au cours de son séjour, Mohammed Ben Salman a également rencontré le grand imam d'Al-Azhar, cette influente institution de l'islam sunnite basée au Caire, dont la mosquée historique est en cours de rénovation avec l'aide de fonds saoudiens. Cette première visite officielle à l'étranger du prince héritier saoudien fut aussi l'occasion pour l'Arabie saoudite et l'Égypte d'annoncer leur intention de créer un fonds d'investissement destiné à financer des projets communs sur les rives de la mer Rouge. Après l'Égypte, cap fut mis sur la Grande-Bretagne, 2e étape de la tournée internationale de Mohammed Ben Salman, avec au menu ce mercredi un déjeuner avec la reine Elisabeth II et un dîner avec le prince Charles et son fils aîné, le prince William.
Enfin, le prince héritier saoudien est attendu aux États-Unis du 19 au 22 mars. Il devrait également se rendre en France dans les prochaines semaines. Disant vouloir assurer la sécurité durant des élections municipales, le mois de Ramadan et la saison touristique, la présidence tunisienne a annoncé ce mardi la prolongation jusqu'à mi-octobre de l'état d'urgence en vigueur depuis une série d'attentats en 2015. Il faut dire que c'est la première fois que l'état d'urgence est prolongé pour plus de 6 mois. Le président Béji Caïd Essebsi a décidé de prolonger de 7 mois l'état d'urgence en Tunisie. Cela prendra effet à compter du 12 mars prochain. C'est en tout cas ce qui ressort du communiqué de la présidence publié à l'issue d'une réunion du Conseil national de sécurité, un organe restreint sous la houlette du président qui a indiqué avoir consulté le chef du gouvernement et le président du Parlement. Il s'agit là de la plus longue prolongation de l'état d'urgence depuis son instauration en 2015, la présidence expliquant vouloir ainsi éviter des polémiques à répétition. L'état d'urgence est une mesure d'exception qui accorde plus de pouvoir aux forces de l'ordre. Il permet notamment l'interdiction des grèves et des réunions de nature à provoquer le désordre ou encore l'adoption de mesures pour assurer le contrôle de la presse. Par ailleurs, les premières élections municipales de l'après-révolution, très attendues et plusieurs fois repoussées, sont prévues le 6 mai prochain, tandis que le ramadan devrait débuter à la mi-mai pour 1 mois. Notons que ce mercredi marque l'anniversaire de l'attaque de Ben Guerdane dans le sud de la Tunisie. Il y a en effet 2 ans, une dizaine d'hommes armés avaient attaqué des installations sécuritaires. Et pour finir, le secrétaire d'État américain Rex Tillerson sera en Afrique pour la première fois depuis l'arrivée au pouvoir de Donald Trump, qui a créé la polémique en qualifiant les pays africains selon des propos qui lui ont été prêtés de pays de merde. Le chef de la diplomatie américaine, qui doit se rendre dans 4 pays, a dans un discours souhaité plus de coopération avec ses alliés africains en matière de sécurité, mais également de diplomatie internationale. Suivons un extrait de ses propos. Le terrorisme n'a pas de frontières. Dans le Sahel, dans le bassin du lac Tchad, Boko Haram, l'État islamique en Afrique de l'Ouest, Al-Qaïda au Maghreb et d'autres groupes s'adaptent. Ils sont résistants et capables de lancer des attaques dans toute la zone. La coopération régionale est cruciale pour interrompre ces attaques et les empêcher de les planifier et les mettre en œuvre à l'avenir. Alors que nous soutenons d'importants efforts de sécurité, nous devons travailler pour trouver des solutions diplomatiques sur le long terme pour résoudre les conflits qui causent tant de souffrances humaines. Jusqu'à ce qu'on y arrive, les États-Unis, en tant que premier fournisseur d'assistance humanitaire dans le monde, continueront de soutenir les plus vulnérables. Pour preuve de cet engagement, aujourd'hui, j'annonce 533 millions de dollars d'aide humanitaire supplémentaire pour combattre la famine et l'insécurité alimentaire. Les États-Unis continueront de travailler avec les pays africains pour renforcer leurs institutions démocratiques. Le mois dernier, le département d'État a demandé 137 millions de dollars au Congrès pour soutenir la démocratie, les droits de l'homme et les programmes gouvernementaux pour créer des institutions plus transparentes, moins corrompues, qui estiment la construction sur le consensus plutôt que le conflit. Voilà qui met un terme à cette édition. Merci de l'avoir suivi. Agréable nuit à chacun et à tous.